On quitte Daphné Yatropoulos de Mont-Blanc-Fermpéda direction Chède. On va rencontrer un gars pas comme les autres. Accompagnateur en montagne, moniteur VTT, trailer, chasseur-cueilleur. Il a un côté daron, passionné, attaché à son quartier et surtout amoureux de la nature au pays du Mont-Blanc. Il est là. Coucou Alex. Bruno, c'est mon nom, ouais, mais bon, on ne définit pas tous comme ça. Je suis très attaché à mon prénom. Mon nom aussi, parce que ça fait partie de... Voilà, j'appartiens à une famille, je suis fier d'appartenir à cette famille-là, parce que mes grands-parents, mon père, enfin, c'est quelque chose que je respecte. Alex tout court, enfin, je suis pas un Alexandre, je suis pas un Alexis, j'ai pas de deuxième prénom. Souvent des gens me disent, ah, mais c'est Alexandre, non, c'est Alex. Donc du coup, il y a ce côté un peu singulier de dire, bah, je suis pas comme tout le monde, quoi. Je suis Alex. Ah, moi j'ai plutôt des casquettes plus que des tiroirs. C'est de se dire que j'ai ce côté biodiversité, écosystème, connaissance systémique, avec mes études en environnement et mes boulots d'animateur nature en lien avec les réserves naturelles, etc. J'ai ce côté sportif avec mon passé de sportif en vélo, en rugby, etc. Et donc qui m'a aujourd'hui amené sur la course à pied et le trail. Il y a le côté aussi VTT, enfin voilà. Quand je vais dans des classes pour présenter le métier d'accompagnateur ou des choses comme ça et qu'ils me disent... Et moi je leur dis, mais en fait mon vélo c'est très simple. Moi je me balade en montagne, je parle avec des gens et je leur parle de fleurs et de marmottes. Mais c'est pas un métier, c'est pas un boulot. Mais pourquoi un boulot devrait forcément être péjoratif, négatif, une contrainte, faut bosser dur et machin. Moi j'ai des frères qui sont, un qui est grimpeur élagueur, un autre qui est menuisier. Ah mais regarde tes mains, tu bosses pas, machin. Bah, on regarde nos pieds si tu veux, on compare nos pieds. Parce que j'ai des pieds pas dans un bel état l'été. Mais c'est vrai que mes mains elles sont assez tranquilles en général. Mais parce que c'est chouette quoi, de dire que j'arrive à gagner ma vie. En tous les cas, j'essaye de gagner ma vie en étant dans la montagne, en faisant des choses qui sont en accord avec mes valeurs et en partageant ces valeurs avec des gens. Je trouve ça génial. C'était déjà un jeu d'enfant. J'ai une cassette qui tourne dans la main. Il faudrait que je retombe la main. Je remette la main sur cette cassette vidéo où je suis à pleine joue. Ma mère me filme et moi je suis devant et je joue au guide, elle joue dans mon rôle. Et là t'es guide, alors je suis guide de montagne. Ouais mais j'ai fait 20 et j'ai 4 ans, 5 ans. J'ai un bâton qui est 4 fois plus grand que moi. Et je suis dans le guide de haute montagne et je joue un rôle et ma mère elle marche dedans et en fait je joue au guide et aujourd'hui je suis guide et ça c'est chouette. De se dire que mon rêve de gamin, mon jeu de gamin c'est devenu mon métier d'adulte. J'ai l'impression que pendant toute la phase du lycée, collège, lycée, l'objectif c'est de ressembler à ton voisin. Tu vois, on essaye tous. Celui qui est un peu à part, il est un peu à part, et s'il est un peu à part tout seul, il reste un peu à part tout seul. Et j'ai eu cette phase où, en fait, j'étais un peu à part tout seul et je dis oh là là là, ça se passe pas trop bien pour moi. Je vais essayer de rentrer dans le moule, m'intéresser à ce que mes copains de classe s'intéressent et à rentrer un peu là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'éloignais complètement de ce que j'étais à l'intérieur, tu vois. Et ce que je suis à l'intérieur, c'est ça, c'est de te dire, moi, je fais des trucs parce que j'ai envie de les faire et parce que j'aime bien les faire. J'aime cuisiner, alors je cuisine, j'aime aller en montagne, marcher, courir, faire du vélo, faire du parapente, alors je le fais. Ah mais t'aimes ça, courir? Bah ouais, j'aime ça. Si j'aime plus ça, je ferais autre chose, quoi, carrément. J'ai un copain qui dit, l'aventure, elle commence à partir du moment où t'as passé la porte de chez toi, quoi. Tu passes la porte de chez toi et allez, feu, on part dans l'aventure. Moi, souvent, je dis ça en rando, je dis, allez, on continue l'aventure, c'est par où l'aventure? Hop, allez, on va être par là. Et on se laisse guider, pas après pas. La marche est super pour ça, parce que t'évolues rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Ça te laisse le temps de t'arrêter, plus facilement qu'en vélo, par exemple. On a toute une génération d'anciens accompagnateurs qui sont aujourd'hui, je pense, un peu déconnectés de ces nouvelles pratiques de la montagne, du trail. Moi, je vois quand je suis en recyclage avec des anciens, je les adore, hein. Ils ne veulent pas entendre parler de trail du tout. Ce que je peux comprendre pour bien des pratiques, mais je pense que le trail, aujourd'hui, il a sa place dans l'écosystème de la montagne et il faut faire avec. Et donc, soit tu te dis, non, je veux vraiment pas y faire, soit te dire, ils sont là, il y a ces trailers, il y a cette pratique, comment faire en sorte que ces trailers, ces pratiquants,
ils voient pas la montagne que comme un terrain de jeu. Ça va tout trop vite. C'est la consommation, ça vient de Genève en aéroport. En une heure de bagnole, t'es à Cham, tu viens faire du ski, tu viens bouffer au resto, tu repars. Quand t'as des clients qui te disent moi le matin, je pose mes gamins au ski, je vais manger à Ibiza et je reviens récupérer les gamins au ski à 17h. Heureusement que je suis assis, quoi, tu vois. Quand je suis dans ce moment-là, je me dis, c'est là où j'ai pleinement ma place, moi en tant que professionnel et en ayant conscience de l'impact qu'on peut avoir, c'est de se dire en fait l'éducation à ces moments-là, elle est primordiale. Parce que les gens qui pratiquent d'eux-mêmes la montagne, qui, sans connaître forcément cette culture montagnarde, qui vont en montagne, qui n'ont pas forcément les codes, qui arrivent en refuge avec leur rechargeur en disant je me branche où, qui vont dans des chemins parce que y a du monde, ça me rassure. Et en fait ces gens-là, on a tout à leur apprendre. Et je trouve ça dommage que, par exemple, des secteurs comme le Lac Blanc, il n'y ait pas plus de professionnels qui aillent parce que, en fait, c'est dans ces secteurs-là où, justement, la pression elle est très forte sur l'environnement. La conciliation entre les acteurs, elle est forte aussi parce que le mec qui a ses moutons à la flégère, le gardien de refuge qui a des milliers de personnes par jour qui défilent aux toilettes, la tension, elle est forte sur l'environnement, sur les acteurs locaux. Et nous, notre positionnement en tant que professionnel de la montagne, il est dans un accompagnement, dans une éducation qui prend tout son sens dans ces secteurs-là. Si je suis pas en accord avec ce qui se passe sur le territoire, il y a deux solutions. Soit je quitte le territoire, soit je me dis, en fait, le territoire évolue dans une façon dont je suis pas en accord, et essayons de faire en sorte que le territoire évolue dans des plus proches de mes valeurs, quoi. Et moi, c'est un truc où c'est une volonté que j'ai de se dire, en fait, c'est un peu comme le SF. Tu vas faire du ski, avant même d'avoir ta réservation, au mois de septembre, t'as booké ton cours de ski. Et ça serait génial que au mois de janvier, avant même d'avoir pris tes vacances à la montagne, t'aies déjà contacté ton professionnel et que t'as déjà tes 3 randos de bookés, quoi. Et on sait pas où est-ce qu'il va nous emmener, mais on sait qu'il va nous emmener dans un endroit où on va être safe, ça va être cool, on va apprendre des choses et ça va être beau. Et on va passer un chouette moment. Aujourd'hui, notre métier d'accompagnateur en montagne, en fait, je crois qu'il n'est pas assez mis en valeur et il n'est pas assez connu du grand public. Il ne faut pas leur jeter la pierre, mais on est un métier qui est très jeune. Je crois que les premiers diplômes, c'est 1970, donc on est des bébés. Et par rapport à l'ESF, par rapport aux guides de montagne, de haute montagne, on est des bébés. Et j'ai des super discussions avec des guides qui voyaient la marge d'approche comme une corvée jusqu'au refuge, tu vois. Et après, en fait, quand ils sont dans la marge d'approche, ils sont déjà dans l'objectif de la course, dans les dangers objectifs, dans comment je vais m'assurer, machin, etc. Ils sont déjà dans la course, dans la marge d'approche. Et surtout avec des vieux guides, je me souviens de cette discussion avec Patrick Gabarou. Il me disait « Ah mais en fait, c'est trop cool parce que moi les plantes, en fait, je passe devant, mais... Ok, je trouve ça beau une fleur, parce que Patrick il a ce côté un peu poète. Il me dit je trouve ça cool, je trouve ça beau une fleur, mais en fait je les connais pas et je connais même pas leur nom. Et puis ça m'intéresserait qu'on passe du temps en montagne tous les deux. Et moi je disais Patrick Gabarou qui me dit ça, passer du temps en montagne avec Patrick Gabarou, je trouvais ça trop bien, quoi. Parce que c'est un peu c'est un idole, quoi, Patrick Gabarou. Moi c'est voir naître cette petite cette petite étincelle dans les yeux que j'emmène quand je leur montre un trou de pique dans un arbre, par exemple, tu vois. Ou quand je leur explique la différence entre un sapin et un épicéa, ou quand je leur explique que l'arbre qui est là, qui est grand comme ça, il a 500 ans. Là, quand tu leur dis ça et que tu vois naître dans leurs yeux une espèce d'éclair de dire « Waouh, mais c'est dingue, quoi !» Cette nature extraordinaire dans de l'ordinaire, c'est ça qui me fait vibrer au quotidien, tu vois. Quand tu emmènes les gens dans la forêt là derrière et que tu leur dis tu vois, il y a ça, c'est en rapport avec ça, c'est connecté avec tel insecte, il est connecté avec tel oiseau, il est connecté à tel mammifère. Ah ouais, quand tu comprends que l'arbre mort, il se fait bouffer par des insectes qui mangent le bois mort, les insectes qui mangent le bois mort se font manger par des pics, les pics qui vont manger de l'insecte, et du coup le pic va faire sa loge à côté. La loge du pic, elle va être occupée parce que le pic change de loge. Elle va être occupée par une chouette. La chouette, quand elle a décidé de changer d'arbre, la loge va être occupée par une chauve-souris. Et que t'enlèves le bois mort, t'enlèves tout ça. Oh, et ouais mon gars. Et en fait c'est toutes ces connexions là dans la nature. Et l'homme, au maximum,
faut pas qu'il en soit déconnecté de ça. Faut pas qu'il soit en dehors de ça. Faut qu'il soit dedans, qu'il comprenne tout ça, qu'il comprenne que dans sa pratique, il a un impact. Même quand on va se balader pour observer ça, on a un impact. Rien que le fait d'en être conscient te permet de dire, bah peut-être que j'arrive en faisant ça, ça et ça à limiter cet impact. Souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai besoin de la montagne ou de la nature, ça me fait du bien et tout. C'est un rapport vachement égoïste. Parce que tu te fais que du bien à toi, tu vois. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent là sur le lien entre l'homme et la nature. Et c'est souvent un rapport très égoïste de l'homme qui vient chercher un truc qui lui manque dans son quotidien, dans la nature et dans la montagne. Chez nous, la nature, elle est souvent en montagne. Et c'est souvent un rapport assez égoïste. Et moi, j'essaye de contrebalancer ça en disant, mais moi, en fait, je suis pas un montagnard dans le sens où un paysan, un berger par exemple, ça c'est des gens de la montagne. Moi je suis pas un montagnard. Moi je me différencie. Pour moi un montagnard c'est quelqu'un qui vit dans la montagne toute l'année, enfin ou une grande partie de l'année. Tu vois le berger quand il est là-haut dans sa montagne avec ses brebis et qui descend pas de 2 ou 3 mois d'estive, ça c'est un montagnard pour moi. Parce que moi la plupart du temps je redescends en vallée, je retrouve ce confort d'urbain qu'on a dans nos vallées, et pour moi je me considère pas dans ces moments-là comme montagnard, mais j'essaye de m'en rapprocher le plus possible dans ma façon de vivre et dans ma façon d'évoluer au quotidien. Ouais, c'est ça. Moi, c'est passer du temps ensemble, que ça soit simple et que ça soit de qualité, quoi. Il n'y a pas besoin de millions d'artifices, des pommes à éplucher et enfin une tarte aux pommes et puis c'est bon, quoi. On peut dire que j'ai ce côté chasseur-cueilleur, mais parce que c'est ce côté opportuniste, de se dire que il y a bien souvent, je vais pas aux champignons, je vais me promener dans la montagne ou je suis avec des clients en rando, je tombe sur un cep. Bah, le cep, si je peux le ramasser parce que c'est la saison et qu'il y en a assez, bah, je vais ramasser le cep et puis je vais redescendre. Après, il y a aussi ce côté de se dire, je tombe sur un pied de myrtille, et bah, je vais pas dépouiller le pied de myrtille parce que j'ai besoin de faire des confitures et que je suis venu pour ça, etc. Bah non, parce que le pied de myrtille, il a besoin aussi de ses myrtilles et j'essaye au maximum de me raisonner aussi et d'avoir une cueillette qui est raisonnée et pour que quand je vais au génépi aussi, bah, sur la touffe de génépi où il y a 12 brins, bah, j'en laisse une bonne moitié, quoi, parce que je veux en laisser pour la nature et je veux aussi en laisser pour les copains. Toujours mon grand-père, quand il part marcher le matin, ah tiens, c'est en fleurs, ah tiens, un tel il a fait ci, ah tiens, il y a plus d'eau dans le ruisseau hier, ah tiens, il a plu hier, du coup c'est plus humide. Il observe tout et en fait ce côté observation de notre environnement, et bah, on est tous pareils, hein. Le matin il faut se lever, les gamins, machin, t'es habillé, machin, on a tous des emplois du temps hyper remplis et on prend pas le temps forcément d'observer et ces moments d'observation, elles sont hyper importantes parce qu'elles permettent de se recentrer, de changer d'optique aussi, de se dire bah, je regarde avec mes yeux, hop je regarde avec mes jumelles, hop je regarde avec ma longue vue. C'est, je crois, un fondement de ce que j'aime en montagne, c'est prendre le temps d'observer. Tu vois, de dire, prendre le temps de prendre le temps et de se dire, on n'a pas d'heure, t'as faim, t'arrêtes, on mange, t'as soif, on s'arrête, on boit. Oui, mais il est quelle heure? C'est pas grave l'heure, il est midi, il est 13h, t'as faim, on s'arrête, on mange, quoi. T'as pas faim, on continue. Ouais, les darons des bois, l'observation. Un jour, j'ai un mec qui m'appelle, qui me dit, écoute Alex, c'est super tout ce que tu racontes, mais moi j'ai envie de vivre ça avec mes enfants. Ce que tu vis avec les tiens, j'ai envie de le vivre avec les miens. Et j'aimerais que tu m'enseignes, que tu m'amènes là-dedans. Et donc du coup, avec Tim, on a monté ça, les darons des bois, et de se dire que entre papas, passer du temps entre papas pour aussi faire le balancier avec tous ces trucs qui sont girl only, les mamans, machin. Et donc du coup, d'offrir une sphère, un endroit où on s'accueille entre darons, dans une sympathie, dans une bienveillance et dans une empathie qui est importante, où on va passer un temps privilégié avec ses enfants, dans la nature, dans cet environnement-là. Et bah, c'est une sphère aujourd'hui qui est importante et qui n'existait pas en tous les cas. Alors soit tu trouves le bâton par terre, soit tu prends un bout de scie puis tu coupes le bâton dans l'essence. Et puis après, tu vois, là on a fait un trou, on a mis un bout de ficelle, bah ouais, bah, du coup on va apprendre à faire un nœud. Et puis on va prendre l'opinel et puis ah non, faut pas toucher les couteaux, ça coupe. Alors oui, les couteaux ça coupe, mais moi dans l'éducation, je préfère apprendre un gamin à se servir du couteau plutôt que de l'interdire de toucher le couteau parce que le couteau coupe, tu vois. On va pas passer là parce que c'est dangereux. Ah bah non. On va peut-être apprendre à passer là en prenant en compte le danger et en faisant en sorte de pas tomber plutôt que de dire ah non non, on va pas là-bas parce qu'on tombe pas.
Ce côté savoir-faire, ce côté observation, ce côté j'observe la nature pour trouver le bâton, côté faire, couper, le côté partage de la ficelle. Et puis là, il y a un premier ruban parce que il y a eu une sortie de fête avec la construction de l'igloo. Et puis on en fera d'autres et puis on mettra plein de rubans autour de cette jolie petite corde d'escalade, quoi. Si t'as envie de partager ça, que t'es en vacances là, que tu vois une sortie d'Aron des Bois, viens avec nous, t'es le bienvenu, quoi, carrément. Parce que on n'est pas fermé, on n'est pas des espèces de butch où dès que t'es pas du coin, on te regarde un peu comme ça. Tu vois, il y a bien souvent le terme de monchu. Aujourd'hui, c'est très péjoratif, mais pendant longtemps, le monchu, c'était celui de la ville qui venait avec des moyens et qui nous faisait vivre, en fait. Et pareil, ce côté, aujourd'hui, la chambre des guides dans les refuges, c'est un côté assez élitiste, très, très bien vu. Ouais, mais attends, moi, je dors pas avec vous, les clients, je vais dormir, on doit dormir entre guides. Ah, pendant très longtemps, les guides, ils étaient mis à côté parce que c'était les pouilleux, ils ronflaient et ils se lavaient pas. Et donc, du coup, les clients ne dormaient pas, parce que les clients c'était les aristocrates anglais, etc., qui dormaient entre eux avec leur caste et qui dormaient ensemble, et les guides pouilleux qui font du bruit, qui puent, qui se lavent pas, ils allaient dormir ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y avait la chambre des guides ou le refuge des guides ou machin. Et aujourd'hui c'est l'inverse, tu vois, c'est un peu les clients d'un côté, les guides de l'autre. C'est intéressant aussi de se rappeler le passé, l'héritage de ça et pourquoi on en arrive là. Moi, ça m'a fait très plaisir quand on était en train de faire les travaux. Un jour, j'ai une dame qui passe dans la rue. Elle dit, écoutez, c'était la maison de ma grand-mère. Est-ce que ça vous dérange que je vienne visiter? Je dis, non, pas de souci. Elle est rentrée là. Elle dit, oh, c'est bien parce que vous avez gardé l'âme de la maison, mais en mettant au goût du jour ou en modernisant un petit peu, forcément. Et du coup, ça fait plaisir de se dire que, en fait, tu perpétues la tradition, quoi. Tu vois, tu mets des choses en place qui, toi, te sont chères, mais qui respectent aussi ce que les anciens, ils ont fait, quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper important, quoi. Ils ont la connaissance, et en fait, tu sais pas grand-chose, quoi. Puis le partage, l'échange, il est là. Je me souviens, je revenais de ramasser des champignons, j'avais un sac plein de chanterelles, et moi, les chanterelles, on est deux à en manger à la maison, moi et mon fils, et quand j'ai 2 kilos de chanterelles, je vais pas manger de 2 kilos de chanterelles, quoi. Et j'avais une grande discussion sur l'abondance. L'abondance, c'est génial parce qu'en fait, elle sert à partager, en fait. Tu vois, quand t'as une abondance d'un truc, tu as tes besoins, tu remplis tes besoins à 100%, mais tu peux en faire partager. Et j'avais le Christian, le voisin, qui passe dans la rue. Christian, tu manges des chanterelles? Ouais, tiens, je lui ai donné la moitié, il était trop content. Et puis c'est du troc, et puis c'est du partage, et c'est génial. Et puis du coup, hop, des pâtes en œuf, et puis machin. Et puis, tiens, j'ai fait de la compote, t'en manges? Oh non, ça me tord les boyaux. Bon, d'accord. T'as fait le jus de pomme? Ah ouais, j'ai fait le jus de pomme. Ah, t'as fait de l'agneau? Bah oui, je vais faire l'agneau. Ou on va acheter des pommes en Haute-Savoie, on râpe, on presse, ça sort le jus, et on boit du jus frais pur, et puis la grande partie on le stérilise, on le chauffe, et puis on le met en bouteille, et puis du coup on boit du jus de pomme toute l'année sans en acheter. Ça c'est génial, on passe 2 jours entre copains à se faire une bonne bouffe le midi et à passer du temps sympa. Derrière, le résultat de la presse, on le prend, on le fait fermenter, et du coup on va à l'alambic au bouilleur de cru au mois de janvier pour faire la gnôle. On a du super jus de pomme, de la super gnôle, et le truc, on n'a pas de gâchis, quoi, quasiment pas, quoi. Et ça, c'est génial de se dire ça, et de perpétuer des traditions, parce que tout le monde avait des pommes dans les pommiers à Chède, à Passy, tout le monde avait des pommes, les pommes de montagne, aigres, pas forcément très bonnes à faire. Il y en a qui faisaient du cidre, il y en a qui faisaient du jus, il y en a qui faisaient de l'agneau. Nous, on essaye de faire un peu tout, et de pouvoir conserver, quoi, dans cette abondance-là, d'avoir plein de fruits à un moment donné. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de la compote, on essaie de faire un peu tout. J'ai un père qui est cuisinier, j'ai ma grand-mère mes grands-parents étaient agriculteurs, donc ils avaient la ferme. C'était à l'époque où les ouvriers, ils dormaient pas à la ferme, mais ils mangeaient à la ferme. Et donc ma grand-mère, elle m'expliquait qu'il y avait la louée. Il y avait à la Saint-Jean et à la Toussaint, il me semble. Saint-Jean et Toussaint, tu travaillais 8 mois d'hiver ou 4 mois d'été, tu étais payé pareil. Et en fait, il y avait sur la place des villages, il y avait la louée, et donc tu venais représenter ta ferme en disant moi je cherche 4 chauffeurs, 2 ouvriers, etc. Et puis eux ils faisaient leur marché. Je vais là, là c'est un peu moins payé, mais je sais que la bouffe elle est meilleure et machin. Et je sais que mes grands-parents quand ils ont repris la ferme, la grand-mère, le fait qu'elle fasse à manger, derrière la ferme du Buisson, la grand-mère elle avait mis la cote à la ferme du Buisson parce qu'on sait qu'on mangeait bien, quoi. Dans le Loiret, dans le centre de la France, un peu entre la Loire et Orléans-Montargis, tu vois. Comment il sera, ce Alex Bruno, dans 20 ans?
Mais je sais pas parce qu'en fait j'aime tellement apprendre à faire des trucs, à découvrir, tu vois. J'ai découvert le parapente il y a 10 ans, j'ai découvert le ski de fond, machin. Dans 10 ans, quelle pratique il va y avoir, qu'est-ce qui va me faire vibrer dans 10 ans, c'est compliqué de dire. Et puis j'ai pas forcément envie de regarder dans 10 ans. Ah, tu viens de couper tout mon plan. Bienvenue. Bienvenue chez toi. On termine. On termine. Le Alex dans 10 ans, c'est ça? Ouais. Ou fin de tournage? Comment sera Alex? C'était ça la question, comment sera Alex dans 10 ans? Purée, ça c'est une excellente question. Ben ouais, parce que c'est une excellente question parce que en fait, moi j'arrive déjà pas à savoir de ce que je fais dans 2 semaines. Donc on y répond en 10 ans. bah dans 10 ans, ouais, carrément.